Récits, le podcast qui résonne, ou comment nos histoires et nos récits nourrissent notre imaginaire et notre trajectoire. Récits, un podcast créé, produit et présenté par Sophie Mauriac et Olivier Mardy. Réalisation et création sonore, Paul-Éric Rouvière. Mickaël. Ravi. Bonjour Sophie. Bonjour. Voilà. Je suis ravi que tu me ramènes dans cette ville incroyable où j'étais fantastiquement amoureux il y a 20 ans maintenant. Ouais. Oui, c'est vrai, oui, je parcourais ces rues comme ça en ce moment. Bien, j'ai rencontré cette fille merveilleuse. Alors on t'amène au studio. On a un petit dispositif qu'on va t'expliquer. Et c'est Eh bien bonjour, ce matin nous recevons Mickaël Landrieux, sociologue de l'imaginaire et cofondateur de la société Eranos. Bonjour Mickaël. Bonjour Olivier. Donc nous sommes là pour parler des histoires ou comment les récits ont nourri votre vie. Pouvez-vous nous dire un petit peu quels sont les récits fondateurs de votre trajectoire ? Alors, je savais qu'on allait parler des imaginaires sur le chemin et en même temps on m'a fait prendre une ligne de métro qui est une ligne que je connais bien. Vous savez, les imaginaires ils s'ancrent beaucoup dans l'espace et on retrouve, comme dans les odeurs, et on retrouve des choses qui nous reviennent comme ça en reparcourant des lieux et des géographies qu'on a connus jadis. Et je prenais cette ligne de métro qui est la ligne 3 que je connais bien du fait que dans la ville dans laquelle on se trouve aujourd'hui, donc le Valois-Perret, j'ai été fantastiquement amoureux il y a de ça 20 ans. Et donc je me dis, tiens, c'est marrant, dans quelle mesure est-ce que ça a été une histoire déterminante, etc. Et donc d'autres histoires me sont venues, on tire le fil, les imaginaires, c'est un jeu philosophique enroulé, et je me suis retrouvé à une histoire à laquelle je n'avais pas pensé depuis des années, puisque la question de fond c'est pourquoi, qu'est-ce que je fous dans cette histoire d'imaginaire, pourquoi ça me touche. Et je pense qu'on a tous des raisons intimes, alors j'allais en chercher une, et je me suis souvenu de cette dame qui était ma professeure de français, de première je crois, qui s'appelait Madame Boule, donc à l'époque on faisait des rédactions, je sais pas si... On faisait des rédactions et il fallait inventer des trucs. Et je sais plus du tout de quoi ça parlait, j'étais par ailleurs pas un élève fantastiquement doué. Et Madame Boule avait remis les trucs, machin, c'était un truc sur peut-être les extraterrestres, truc que c'est, j'avais inventé quelque chose d'extraordinaire. Et elle avait dit cette phrase qui m'avait en même temps fixé comme un pouls, donc dans laquelle il fallait que je reconnaisse qu'il y avait de la vérité. Elle avait dit, écoutez Mickaël, vous dans votre travail, on voit vraiment que vous avez envie d'y croire. J'ai trouvé ça en même temps odieux et en même temps liminaire. Vous avez envie d'y croire. Alors, je sais pas ce que ça voulait dire, mais on sentait qu'elle avait vu que j'avais envie de raconter un truc, que je voulais que ce truc soit vrai, et que vraiment j'y mettais du mien. Et quand, des années après, j'ai commencé à faire des études sur la question de l'imaginaire, qui se sont trouvées être un hasard absolu, cette anecdote structurante m'a dit, ah bah tiens, c'est peut-être parce que voilà, je considère que la dimension des choses qui ne sont pas advenues est plus importante, et puis je me suis rendu compte par la suite plus structurante que les autres dimensions des choses qui sont on dit concrètes, c'est-à-dire vraiment là, tangible, on te l'a donné, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Moi je sens que deux tu l'auras, c'est la raison pour laquelle on vit. Tu vois, un tien, c'est fait, ça y est, en passant à autre chose. Et donc j'ai plutôt l'impression que deux tu l'auras valent mieux qu'un tien. Et mais qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cette voie ? Qu'est-ce qui vous a porté vers le travail de recherche sur les imaginaires ou l'imaginaire ? Il y a deux manières de voir la chose. Soit, historiquement, on se rend compte qu'en fait, c'est toujours ce qui a nourri mon intérêt. Par des voies d'éducation, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était très attachée aux choses qui ne sont pas advenues. La littérature, la question de la mythologie. Elle était donc professeure de littérature et professeure de langue morte, donc elle enseignait le grec et le latin. Et très attachée bien sûr donc à la question de l'invention et la question du mythe. Et quand je venais ici d'ailleurs
Pour vous donner l'idée de ce que c'est que d'être un enfant qui a grandi avec une maman professeure, on peut grandir, comme ça a été mon cas, avec un capital économique extrêmement faible et avoir un capital culturel absolument immense, puisque étant amoureux de cette fille que je venais voir à Levallois-Perret, donc j'habitais à Saint-Gratien, il fallait que je traverse comme ça plusieurs fois le Styx, il y avait des crocodiles et ça c'était compliqué. J'avais 20 ans, 19 ans peut-être, et donc il fallait que je prenne des transports en commun que je connaissais pas, et ma maman me donnait des livres à lire. Moi je disais, il n'y avait pas de console portable à l'époque, en très peu, et elle me dit tiens lis ça, et je me souvenais qu'elle me jetait au visage, c'est arrivé une fois, un livre de Beckett. J'ai découvert Beckett comme ça, qui était Fin de partie je crois. J'ai découvert Fin de partie dans le trajet entre Saint-Gratien et Levallois-Perret, et je me suis dit mais qu'est-ce que ça n'a aucun sens, et pourquoi le type il est là et l'autre il est dans un tonneau, pourquoi il est dans un tonneau, et en fait il y avait un truc, ça n'arrivait pas, c'était pas vrai, et je me suis dit tiens en fait ça c'est extraordinaire. Je devais découvrir plus tard ce qu'a dit très bien Borges d'ailleurs, que il y a deux types de rêves. Il y a les rêves qui sont prophétiques, donc des rêves qui disent un futur qui va se produire, et puis il y a les rêves qui sont des pures inventions de l'esprit. Donc en fait, ils sont faux. Et nous, on pense que les rêves prophétiques, ils ont une énorme valeur, parce qu'en fait, ils nous donnent le futur. Et en fait, les anciens, les Grecs, ils pensaient que les rêves prophétiques avaient moins de valeur que les rêves qui étaient des pures inventions de l'esprit. Parce qu'un rêve prophétique, ils appelaient ça les rêves de corne, donc en fait c'est une valeur qui est très faible dans la corne. C'est un rêve qui ne contient enroulé que ce qui va se passer. En fait c'est faible, il n'y a rien, il y a le futur. Donc en fait ça va se passer, donc une fois que ça sera passé, ça sera fini. Alors que les rêves d'ivoire, donc des rêves qui sont des pures inventions de l'esprit, ils sont merveilleux parce que ce sont des pures inventions de l'esprit. Il y a un truc qui n'existe pas, qui n'existera pas, qui est une fanfaronnade comme ça, c'est merveilleux. Et donc moi je réalise que voilà, dans Beckett il y a une pure invention de l'esprit, donc il y a un truc qui n'a pas d'équivalent dans le monde, qui se reproduira jamais, qui est le phénomène singulier, etc. Donc en fait ça n'a pas de comparaison. Et tout en lisant cette littérature et ensuite en passant à la philosophie, pas forcément la bonne d'ailleurs, parce que je crois que je commençais par Jean-Paul Sartre, je me suis avancé vers un destin très hasardeux qui a été celui de rentrer à la Sorbonne, à Paris 5, en sociaux, et à l'intérieur de ce truc, donc j'ai fait de l'éthologie, l'étude des termites et des fourmis, et à l'intérieur de ce corpus-là, de la psychosociaux, et puis ensuite une sociologie de la vie quotidienne, et puis ensuite une sociologie de l'imaginaire, et c'est à ça que j'ai consacré mon travail de thèse. Et alors aujourd'hui, avec tout ce parcours et ces dizaines d'années passées à étudier les imaginaires, individuels ou collectifs, et comment nos imaginaires nourrissent la vie des gens, quel est votre regard sur la relation entre la capacité à arriver ou la capacité à nourrir cet imaginaire par plein de récits, par la littérature, le cinéma, la sociologie, la philosophie. Comment elle vient impacter la vie réelle des gens, selon vous ? Ou votre vie, tout simplement. Moi, il y a un truc qui m'a frappé assez vite dans ces études et qui m'a frappé encore aujourd'hui. C'est la manière par laquelle la culture dans laquelle on a grandi et dont on ne peut pas se séparer dévalorise systématiquement la question de l'imaginaire. Donc c'est un sentiment, je pense qu'on peut tous dire que voilà, en français quand on dit imaginaire, ça veut dire c'est pas vrai. L'ami imaginaire, ça veut dire qu'il faut emmener l'enfant chez le pédopsychiatre. Et j'ai trouvé des théoriciens, donc moi j'ai rencontré Michel Maffezoli. Michel Maffezoli, il a monté dans les années 80 un centre qui s'appelle le Centre d'études sur l'actuel et le quotidien, qui avait deux grands angles, l'étude de l'imaginaire et l'étude de la vie quotidienne. Donc il disait, pour comprendre la société, il faut comprendre la vie par laquelle elle est vécue. Donc les petits trucs, hein, vraiment, ouvrir la vaisselle, choisir la mode, les couleurs, les promesses, enfin, un truc de la vie quotidienne, quoi. Et puis en même temps, un sous-bassement qui est l'imaginaire. Mais je ne comprenais pas vraiment ce que c'était que cette question de l'imaginaire. Et puis après, j'ai été amené à la lecture de si on peut faire d'ailleurs une espèce de filiation comme ça des études de l'imaginaire rapidement, avec l'espoir que ça intéressera les gens qui nous écoutent. Parce que quand on parle d'imaginaire, souvent, et moi on en a parlé avant, Olivier, j'ai la chance de pouvoir et le pratiquer comme tout le monde, mais en même temps d'avoir reçu un peu d'enseignement pour pouvoir le théoriser. C'est un sujet qui est en fait très étudié. Donc quand on dit, je fais une petite parenthèse, sociologue de l'imaginaire, les gens me disent ah bah oui, vous êtes sociologue imaginaire, donc ça veut dire que vous aimeriez beaucoup être sociologue, mais on va vous emmener chez le pédopsychiatre. Non, en fait,
La sociologie, c'est donc la pratique qui étudie la manière par laquelle on fait de l'être ensemble. Voilà. Et comme les humains font énormément d'être ensemble, on fait une étude grégaire, on fait tout pratiquement ensemble, les sociologues ont la modestie de se concentrer sur un champ. Moi, mon champ, le mien ainsi que celui de toute cette génération de gens qui ont traversé ce centre de recherche et d'autres, c'est la sociologie de l'imaginaire. L'imaginaire comme champ. En fait, la pensée, c'est un phénomène dérivé, tardif, de la constitution et même de notre espèce, et puis de la manière par laquelle on vit la quotidienneté. En réalité, on est traversé par des images, et puis on va construire une pensée qui va essayer de rattraper cette course des images qui nous traverse. Donc la question, c'est ça, c'est qu'est-ce que l'imaginaire ? C'est l'ensemble des images et des relations d'images qui constituent le capital pensée de l'Homo sapiens. Comment ces imaginaires sont plus ou moins collectifs ? Est-ce qu'on arrive à être libre individuellement pour pouvoir rêver sans être impacté par les autres? Est-ce qu'on peut avoir des imaginaires vraiment à soi, vraiment individuels? Et comment, de façon collective, elle vient nourrir le récit d'une nation, d'une culture ou du... Ça c'est la question, formulée exactement comme ça, c'est la question qui m'a animé pendant 4 ans et qui a abouti dans la publication d'un livre en 2016 chez CNRS Éditions, qui s'appelle « Le rêve et la métaphore ». Et la question c'était, prenons le phénomène le plus individuel, personnel possible. Voyons si même lui n'a pas cette capacité de collectivité, qui ne supporte pas une dimension collective. Et donc j'avais pris le rêve. Pourquoi ? Parce que chaque rêve est fondamentalement individuel. On ne peut pas partager un rêve, je ne peux pas te le donner. Tiens, je te donne mon rêve de ce matin, je fais un super rêve, tiens, je te le donne. Dès lors que j'essaie de le traduire, en réalité, je perds le fond de ce qu'il était. Je suis déjà en train d'achoper. C'était une couleur, mais je ne sais pas exactement laquelle. Il a dit quelque chose de très précis, mais je ne m'en souviens pas. Donc en fait, c'est un truc qui semble nous glisser au travers des doigts comme le sable dans la main. Chaque rêve est unique, il ne se reproduira pas. Tiens, je vais le refaire, on va expérimenter sur mon rêve. Tu peux pas refaire le même rêve pour voir la deuxième fois s'il est... C'est un phénomène qui ne se reproduit pas. Donc c'est vraiment quelque chose qui est intraduisible, pas portable, donc on peut pas échanger, qu'on peut pas donner, etc. Bon. Donc je pose ces phénomènes, je me suis dit, tiens, est-il possible d'avoir une dimension sociale, une dimension collective à l'intérieur du rêve ? Donc moi je me suis demandé, qu'est-ce qu'on fout de nos rêves ? On se lève dans la journée, qu'est-ce qu'on va en faire ? Quel est c'est du matériau, pour ceux qui s'en souviennent. Et puis, j'ai demandé aux gens de me les raconter. Et ensuite, j'ai demandé aux gens, est-ce que ça a changé quelque chose dans votre journée, machin. Ils me disent, bah tiens, c'est marrant, j'ai pris ça comme un avertissement, ou j'avais menti à quelqu'un, je me suis dit que c'était bien de lui dire la vérité, ou ça m'a fait réfléchir à des trucs, etc. Et puis, en fait, le rêve vient, donc de manière très pervasive, alimenter la vie en collectivité. Donc, ce qui veut dire que oui, les imaginaires sont en réalité éminemment collectifs. En réalité, on est guidé par nos imaginaires. Rimbaud disait « C'est faux de dire « je pense », on devrait dire « on me pense ». Il y a quelque chose qui par le dessous vient nous faire des choses, et nous on est comme ça, comme une forme de ventriloque, on vient faire parler l'époque au travers de nous, cette époque elle est constituée de toutes ces images, et parfois on a l'outrecuidance de dire « Ah mais moi, c'est ma voix personnelle, individuelle », et moi mon métier de sociologue, c'est de parler à des milliers de personnes en leur posant une question, et de les voir 1000 fois me répondre de manière totalement individuelle, personnelle et unique, la même chose. Et donc on voit ce fil de résurgence comme ça, qui est donc cet imaginaire qui court au travers des gens. Et vous alors, Mickaël, qui avez poursuivi tous ces champs de recherche autour de l'imaginaire, quels ont été les récits fondateurs pour vous, pour votre chemin de vie ? Je reviens à cette Madame Boule, si vous m'entendez, merci. Je pense que c'est ce truc de foi, dans le fond. C'est l'idée de... j'ai vraiment envie d'y croire. À quoi ? J'en sais rien. Mais envie d'y croire à un truc. Et tout ce que disent les études sur l'imaginaire, c'est que tout tu l'auras valent mieux qu'un tien. Ça se trouve, ça va le faire. Hein. Allez, ça va passer. Tentons le truc, tentons le coup. Donc en fait, il y a une dynamique, quelque chose qui nous tire. Et c'est pas de la superstition, c'est juste de dire que maintenant n'est pas tout. Mais donc c'est ça. Et moi, je pense que le grand mythe qui m'anime, c'est celui-là. Les choses ne s'épuisent pas dans l'instant vécu. L'instant vécu n'est qu'une occasion pour les choses de reparaître. Et ça amène à énormément de modestie. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on voit le truc qu'on a compris que tout est là, qu'en fait tout est là. C'est pas vrai. Et si je devais te dire, voilà, tout ce que tu as, c'est tout ce qui est là, il y aura rien d'autre, bah, tu me dirais à quoi bon ?
Peut-être après, il y aura un truc grand, peut-être petit, peut-être... Mais par contre, j'ai besoin qu'il y ait quelque chose d'autre. Voilà, moi, ce qui m'inquiète, c'est de considérer qu'on peut construire de l'humain sans cette dimension imaginaire, en ratatinant l'expérience humaine dans ce qui est, en ne vivant que de vérités absolues et de choses qui sont concrètes et qu'on peut prouver, et en disant qu'en fait c'est ça qui va nous conduire. Le jour où tout aura été élucidé, à quoi bon ? Et c'est pas un plaidoyer contre la science, j'ai une fascination pour la science, c'est une merveille, etc. Même dans la science, et tous les scientifiques qui travaillent vous diront, il y a une part de création, il y a une part d'invention, on dort sur des trucs, on a des révélations, on a des machins, et après il y a de la méthode, il y a du protocole, il y a du regroupement, il y a de la socialisation des résultats. Donc moi, ce qui m'embête, c'est cette... même aujourd'hui, quand on parle de science, en particulier sous l'influence américaine, on considère que la science c'est la vérité, que la science a raison, etc. Et c'est une simplification de la démarche scientifique, et c'est très rassurant, je pense, mais pour moi, ça n'est pas là que se jouent les questions de l'habitabilité du monde. Est-ce que pour vous, dans l'état des lieux que vous faites aujourd'hui de la société, avec cette ambiance un peu de dépression générale, de complications internationales, comment cette part d'imaginaire va nous aider à peut-être créer de nouvelles choses, peut-être un nouveau monde ou de nouvelles façons de faire, selon vous ? Il faut que ça nous aide parce qu'il reste que ça. Les bénéfices de ces confinements en chaîne et de ces couvre-feux en chaîne qu'on a traversés depuis le 16-17 mars 2020, ça a été de venir désavouer une certaine conception de la vivabilité du monde. Prenons l'exemple du télétravail dans les entreprises. Un énorme bond technologique a été accompli, notamment par les DSI et les managers qui étaient un petit peu comme ça, voulaient pas trop passer en télétravail et qui en 2 mois ont été s'adapter très vite. Ça a été fait, c'est très bien. Et on a réussi à prouver un truc, c'est qu'on pouvait maintenir des profitabilités, de la productivité, du travail en équipe, etc. En télétravail. Ça veut dire que oui, on a le télétravail, oui, ça marche, oui, c'est super, on peut être chez soi, on n'a pas besoin de sortir, il n'y a pas besoin d'aller dans les restaurants, ils sont fermés, pas besoin d'aller dans les bars, il n'y en a pas besoin d'aller au théâtre, on peut pas aller au théâtre, pas besoin d'aller au cinéma, de toute façon ils sont éteints, pas besoin d'aller dans les concerts, il n'y en a pas. Et donc la société continue, elle fonctionne, c'est vrai, mais en fait elle n'est pas vivable. Donc il y a une différence entre l'existence de la chose et son habitabilité. Et je voudrais faire ce que pour moi est l'enseignement majeur de cette première année de pandémie. On peut loger dans le monde et que les conditions d'habitabilité du monde, néanmoins, ne sera pas remplies. On est depuis 1 an dans un monde dans lequel les conditions qui nous permettent d'y loger sont rassemblées, notamment grâce si je parle de la France, ces aides extraordinaires qui ont été mises en place par l'État. Et néanmoins, on nous a enlevé tout ce qui fait l'importance, la valeur symbolique de la vie. Donc, ce que je disais, les arts, etc., le rassemblement, la communion, l'être ensemble, le festif, boire des coups avec des potes, etc., la sérendipité. Voilà, ça le temps pour les célibataires. Si, avec un couvre-feu à 18h, il faut que vous rencontriez quelqu'un sur un banc à l'extérieur, puisqu'à l'intérieur on ne peut pas, avec un masque, parce qu'on a peur que peut-être il nous file de la Covid. Vous avez 35 minutes pour vous rendre compte si c'est le bon ou pas le bon, parce qu'ensuite il faut l'amener chez vous, il faut le sortir avant le couvre-feu, sinon vous vous retrouvez avec un mec bizarre dans votre lit etc. Voilà, à quoi servent les restaurants ? Le restaurant, c'est le décor dans lequel se déroule la vie sociale. Donc, si on accomplit ce rêve de modernité, qui est un rêve de transaction sèche, c'est-à-dire j'achète ce truc à distance, il m'arrive chez moi, je voulais l'objet, j'ai l'objet, et j'ai évacué tout le devoir parler avec la personne. Bonjour, comment ça va ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est rigolo, le beau temps, le mauvais temps, j'achète ton truc, ah mais tu voulais pas m'acheter ça aussi ? Ah tiens, tu me donnes ton conseil dont j'ai pas besoin, ça me fait chier, je suis obligé de me confronter à l'altérité de la personne, mais en même temps, c'est ça la société. La société, c'est que on est obligé de s'asseoir pendant 30 minutes en face de quelqu'un qui a un gros nez dans le métro. Et ce truc-là nous oblige à reconnaître l'altérité. Il y a des gens qui ne sont pas comme nous et qui pourtant vivent très bien. La société, c'est le dépaysement permanent. Mais le dépaysement de soi. Chaque personne constitue son petit pays et je suis obligé de constituer des échanges avec eux. Et là, on est dans un truc de souveraineté nationaliste individuelle, où chacun devient son petit pays. Je n'ai plus besoin de voir, car ce sont des livraisons sans contact, racontez-moi ce que c'est, le type de Deliveroo, de que sais-je, qui va me mettre le panier devant la porte, et donc en fait je ne le vois plus. J'ai plus besoin de parler aux commerçants, car je peux commander à distance, etc. Et donc on a réalisé ça,
Donc le projet est réalisé. Bonne nouvelle, c'est le truc, on voulait le faire, on l'a fait. Mauvaise nouvelle, on se rend compte que c'est pas vivable. Donc les conditions qui nous permettent de loger dans le monde sont rassemblées et pourtant son habitabilité s'amaigrit. Qu'est-ce qui fait rêver Michael Landrier aujourd'hui ? Moi, ce qui me fait me lever le matin là, en ce moment, c'est la question de l'habitabilité du monde. En réalité, c'est ça. Et c'est la question de l'espace. Et là, du coup, pour parler de moi, il se trouve que moi, j'ai grandi dans un espace qui était un logis et non pas un habitat. Puisque j'ai eu la chance d'avoir ce capital culturel très fort, j'ai un capital économique qui était très faible, et j'ai grandi dans une cité qui est une cité très pauvre du 94, avec des trous de balles sur les murs, des caves qui étaient les nôtres mais qu'on ne pouvait pas visiter parce qu'elles étaient récupérées par des dealers, des sacs plastiques remplis de chatons qui étaient laissés suffoquer dans les ascenseurs, donc un quotidien qui était un quotidien. Voilà. Moi, ça a été le prisme au travers duquel j'ai étudié le monde. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'habiter dans un monde qui est très différent de celui-là, et je le dois à ce capital culturel qui m'a été transmis par ma maman. Et moi, ce qui me fait rêver, c'est d'essayer d'apprendre et de perpétuer les conditions qui permettent aux autres humains d'habiter l'espace dans la grâce, convenablement. Et moi, ce qui me fait rêver, c'est ça. Donc, c'est la question de l'hospitalité, la question de l'accueil, qu'est-ce que recevoir, qu'est-ce que faire de l'espace, qu'est-ce que ménager. C'est beau ce mot, ménager, faire un espace ménagé, ça veut dire recevoir quelque chose, lui faire assez de place pour qu'il puisse s'y développer sans soi, mais en même temps propre avec un mode qui est propre à lui, etc. Faire croître. Ça, c'est des choses qui me traverse. C'est d'autant plus difficile avec cette double assignation à résidence qui est la nôtre, assignation à résidence géographique, on ne peut pas voyager, et une assignation à résidence identitaire, où du fait d'être parqué chez soi, de voir beaucoup moins de personnes, en fait on est obligé d'être la même personne avec les mêmes personnes, les gens étant des catalyseurs d'identité. Et donc on peut pas se réinventer en rencontrant au hasard quelqu'un dans la rue avec qui on a une conversation et avec qui on peut se permettre d'être quelqu'un d'autre. Voilà. Et ça fait souffrir beaucoup, je pense, moi et les gens qui sont autour de nous. Et c'est des souffrances qui donc constituent le mal-être psychologique qui habite nos sociétés. Moi, ce qui me fait rêver aujourd'hui, c'est de parvenir collectivement à construire des conditions dans lesquelles on peut récupérer ce nomadisme géographique, récupérer ce nomadisme identitaire, et donc par le travail de la constitution de l'espace. Et ce qui me donne un petit peu foi quand même dans ce qui nous arrive, c'est que on n'est pas nécessairement en train de gâcher la crise, dès lors qu'on tire la leçon du fait que quand on enlève ses capacités de vie, le monde est invivable, trop dur, trop sec. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Donc je crois qu'on n'est pas en train de gâcher la crise, et je suis en train notamment d'écrire maintenant sur la question de l'espace, un truc sur l'habitabilité du monde, et je me demande qu'est-ce qui fait que le monde est habitable. Comment on sait que l'habitation prend lieu? Et si je quitte un peu la casquette du sociologue pour la casquette du copain qui fait des barbecues avec ses potes, il y a ce moment que vous connaissez tous, où on est, voilà, la lumière est favorable, il y a un truc, une bonne air, une bonne odeur, des barbecues, quelques merguez sur un truc, une bonne viande, 3-4 potes avec qui c'est à la vie, à la mort, et puis on regarde le soleil se coucher sur les épaules de nos enfants, et on se met dans une espèce de chaise comme ça, et un râle positif qui sort, et on se dit on est bien là. Et ça, c'est l'être, c'est l'être qui habite, qui s'exprime au travers de nous. Et là, le monde s'offre à nous sous des conditions qui sont favorables à l'ensemble de ce qu'on est. Donc un truc de sécurité, bien sûr, mais aussi un truc de promesse d'avenir, un truc de maintenant total, voilà. Et je crois que s'affairer collectivement à ce que les différents habitats humains puissent multiplier les occasions pour cette marque de l'habiter et de s'exprimer, c'est l'enjeu de la civilisation qui est la nôtre. Nous devons collectivement nous affairer à multiplier les occasions de ressentir que le monde nous accueille dans l'ensemble de ce qu'on est. Donc pour répondre à la question, moi ce qui me fait me lever le matin, c'est d'œuvrer et d'essayer d'enseigner à œuvrer à cette habitabilité du monde, trouver les moyens, les méthodes et les dispositifs qui nous permettent de maintenir les conditions qui permettent à la vie dans son ensemble de s'exprimer
dans une forme de bien-être, de présence à soi et de présence aux autres. C'est très très concret. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on dit concret c'est solide. Non, concret c'est cum crescere, c'est-à-dire qui croit avec. Donc en fait, le concret c'est pas du tout ce qui est donné, c'est le truc c'est le 2 tu l'auras. C'est pas le 1 tiens, le concret, c'est les trucs qui sont là après. Voilà. Donc moi c'est ça qui me fait rêver. Merci Mickaël pour cet entretien. Merci beaucoup. Merci. Alors Jérôme Clément, vous venez d'entendre Mickaël Landrieux. Pouvez-vous nous dire quelle résonance, quelle évocation ont ces mots sur vous ? Je pense qu'il dit des choses tout à fait justes et que la question fondamentale qu'il exprime dans le propos sur l'habitabilité du monde et le fait que c'est la question centrale, bah oui, évidemment, on se demande comment on peut vivre ensemble et surtout dans cette période de pandémie à laquelle il fait allusion et que évidemment ça résonne aujourd'hui d'une façon très forte. Et c'est bien qu'il y ait des gens comme lui qui réfléchissent à ces sujets. Voilà. Après, par rapport au débat qu'on peut avoir sur la question de l'imaginaire, il y a une différence entre c'est la façon qu'il a d'aborder le sujet et celle que j'ai, par exemple, quand il dit que finalement l'imaginaire c'est un ensemble de possibles et qui met en évidence l'espoir comme moteur de croire en des trucs, enfin ça vient à plusieurs reprises dans son propos. Moi c'est pas ça. L'imaginaire pour moi c'est quelque chose sur je bâtis un socle débouchant sur une volonté. Je suis pas dans l'observation, je suis dans l'action. Et je suis pas dans l'analyse, je suis dans l'analyse bien sûr elle est nécessaire, mais je dirais qu'il faut la transformer, quoi. Et cette réflexion très idéaliste en fait qu'il exprime, moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment c'est de la mettre en œuvre et d'y répondre par des actions concrètes et pas seulement dans une réflexion utopique. C'est peut-être ce qui différencie un sociologue d'un homme d'action. Donc on attend vos prochaines actions. Eh bien, espérons-les. Merci Jérôme Clément. Merci.